Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Je vais nous raconter une histoire, il y a un numéro à l'écran, c'est le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire par note vocale et on va jouer ici sur YouTube. On poste 10 histoires tous les jours sur YouTube à 12h00. La chaîne YouTube c'est DMG TV. C'est vrai, on a aussi une deuxième chaîne YouTube au nom de DMG TV, Histoire mystique exclusive. Sachez que tous ceux qui envoient les histoires lisent les commentaires, donc si vous avez un message pour eux, laissez-le en commentaire. Sachez que ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser. N'oubliez jamais de laisser un like. Merci. Donc, première histoire. Bonjour Denji, j'espère que vous allez bien. Je vais encore vous raconter une autre histoire. En fait, l'histoire, ça se passe au CHU de Brazzaville. Au CHU de Brazzaville, quand j'étais enceinte. Du moment-là, quand j'étais enceinte. Maintenant, moi, j'étais allée à l'hôpital, on m'avait hospitalisée parce que j'avais des complications pour mettre au monde. Et c'était ma première grossesse, donc j'avais des complications pour mettre au monde. Il fallait qu'on puisse m'hospitaliser au CHU. Maintenant, pendant qu'on m'avait d'abord mis dans une chambre où il y avait deux filles. Où il y avait là où il y avait qu'une seule fille. Où il y avait qu'une seule fille. Dans la chambre en question, la fille, elle était d'une famille, on était côte à côte comme ça, elle était d'une famille vraiment aisée. Elle était vraiment d'une famille très, très, très aisée. Mais la fille, elle n'arrivait pas à coucher. Elle souffrait, elle avait des problèmes de tension. Donc à chaque fois qu'on la montait pour qu'elle puisse accoucher, la tension montait, elle n'arrivait pas, on la ramenait toujours dans la chambre. On la ramenait toujours dans la chambre. Et c'était comme ça à chaque fois, c'était comme ça à chaque fois. C'était comme ça à chaque fois, c'était comme ça à chaque fois. Et puis, après, moi, on m'a changé de chambre, j'ai laissé là, on m'a changé de chambre et tout. Et je suis partie, on m'a changé de chambre, on m'a mis dans une chambre où il y avait trois filles comme ça. Il y avait une qui avait déjà mis au monde et puis il y avait deux qui n'avaient pas encore mis au monde. Mais dans la chambre là où on m'avait mis, il y avait une dame dans la elle était dans les trentaines, on va dire peut-être 37 ans. La dame en question, elle était tout le temps dissipée, elle sortait, elle rentrait, elle parlait beaucoup, elle faisait ceci, elle faisait cela, mon mari, mon mari, mon mari, mon mari, les trucs comme ça. Elle était d'une orgueil vraiment incroyable. Elle passait, elle rentrait, elle était tout le temps dissipée. Donc si on pouvait faire 1 heure du temps dans la salle, elle au moins elle avait 40 minutes dans les couloirs. Elle avait au moins 40 minutes dans le couloir. Et c'était comme ça à chaque fois. Et une fois, on était là, tous on était là. Moi, je n'avais pas encore mis au monde. On continuait toujours de me suivre. Et la deuxième fille dans la chambre avait mis au monde. Et puis les deux filles, celle qui avait déjà mis au monde quand je suis arrivée et celle qui a mis au monde au moment que j'étais arrivée dans la salle, les deux étaient sorties. Quand les deux sont sortis, il ne restait plus que moi et la dame qui était dissipée. Donc moi, j'étais au dernier lit et elle était au premier lit à l'entrée. Donc ça faisait au bout de au moins 4 mètres ou 5 mètres comme ça dans la salle. Donc je la voyais seulement de loin. Bonjour, bonjour. Ça se passait comme ça. Après, une fois, elle est sortie et on vient... après, elle était sortie. Elle est sortie de la salle. Lorsqu'elle est sortie de la salle, et puis elle est revenue de la salle, comme ça, elle avait des vertiges. Elle est assise sur son lit. Elle avait des vertiges. Moi, je lui ai demandé de l'aimer, madame. Qu'est-ce que vous avez? Vous allez bien ou non? Je me sens pas bien et tout. J'ai croisé une dame. Hein. J'ai croisé une dame dans une sage-femme dans le couloir hier soir vers les 23h comme ça. J'ai croisé une dame et la dame, elle m'avait donné un médicament comme ça là. En fait, le médicament, je ne vais pas dire le nom parce que pour éviter, on a un peu des jeunes filles qui sont assez dissipées, qui peuvent peut-être aller chercher pour faire n'importe quoi. En fait, c'est un médicament qui consiste à avorter. Donc, ce médicament-là, dès que tu le prends, ça fait avorter directement. C'est très, très, très efficace. Donc, quand elle a dit le nom du médicament là, moi, j'étais dans la salle. Il y avait d'autres personnes. Je crois qu'il y avait ma mère. Il y avait les membres de ma famille qui étaient là. Tout le monde a dit, quoi? C'est le médicament là que la dame t'a dit. Oh oui, elle m'a donné ça. Elle m'a dit de mettre ça dans la bouche et tout et tout. Voilà. Donc, que ça allait me soulager hier à 23h.
Elle commençait à voir les vétérinaires, on commençait à crier, on commençait à la blâmer, mais madame, vous ne pouvez pas prendre des choses comme ça, sans la présence de la famille et tout, c'est pas possible, et tout, et tout. Voilà. Et après, Et après, on est resté là, les sages-femmes sont venues, on l'a pris. Et c'était son premier enfant, elle avait 37 ans elle avait 37 ans d'âge et elle avait fait les années de mariage sans pourtant concevoir. Donc du coup, on l'a pris, on l'a emmené en salle et tout, voilà. Il y avait beaucoup de sang qui coulait, beaucoup de sang qui coulait. Puis à un moment donné, pas, alors, son enfant est mort. Et puis son enfant est mort. Et puis son enfant est mort, et voilà. Quand le mari arrive, on annonce au mari que non, elle a perdu le bébé et tout ça. Nous, on était là, on était vraiment abasourdis. On disait, mais comment ça se fait une dame qui allait bien comme ça? Du coup, elle va et rencontre une sage-femme la nuit qui lui donne un médicament. Et puis le matin, elle est là, elle perd son enfant. Puis la dame en question, elle pleurait. On entendait seulement le cri dans le bloc d'accouchement. On entendait seulement les cris. Ouais. Elle criait, la dame là, elle criait. Donc, en fait, cette histoire, la morale de cette histoire, c'est quoi? C'est que quand vous allez dans des hôpitaux pour accoucher, il faut toujours rester en prière. Il faut toujours prier. Il ne faut pas être dissipé. Il ne faut pas suivre ce que les autres font ou bien qui est l'autre. Peu importe. Il ne faut pas être dissipé à gauche, à droite. Tu n'es pas calme. C'est pas bien. Parce que l'hôpital, c'est pas la maison en fait. Il y a des esprits là-bas. Chacun vient de sa famille. Chaque esprit est élevé. Chaque esprit de chaque famille est élevé là en cherchant la solution aux membres de leur famille. Donc si eux, à travers toi, eux, ils voient que tu as une porte ouverte, à travers toi, eux, ils peuvent guérir leurs membres de la famille. Ils vont te prendre. Ils vont prendre ton esprit. Ils vont prendre ton âme. Ou bien ils vont prendre ton enfant. Ils vont te voler quelque chose de précieux. Ils vont te voler quelque chose pour pouvoir le mettre dans le corps de leur enfant. Pour que leur enfant guérisse. Parce qu'il y a des pratiques comme ça qui se fait. Tu vas voir quelqu'un malade comme ça. Du coup, la personne est guérie. Une autre personne commence à souffrir de la même maladie. Oui. Même ici au Congo, on voit ça. Il y a une maladie ici qu'on traite. Quand on traite la maladie, là, l'eau qu'on lave la personne qui est malade avec, ça, on renverse ça dans la rue. Quand toi, tu passes, si tu pétines de l'eau, là, les boutons vont sortir sous ton corps. Les boutons. Il faut que toi aussi, on te soigne. On renverse aussi de l'eau. Donc, ainsi de suite. C'est comme ça seulement qu'on soigne la maladie, là. Donc, chez nous, au Congo, ici, là, la majorité, quand on marche dans les rues, on évite les pétiner, les flaques d'eau, tout ça. Parce que ici, c'est comme ça. Quand on soigne la maladie, là, ça va de personne en personne. Voilà. Donc, vraiment, quand vous allez dans les hôpitaux, il ne faut vraiment pas être dissipé. Il faut être en prière, il faut être calme, vraiment. Tu vas à l'hôpital, tu pries, tu es calme. Dieu t'aide jusqu'à ce que tu accouches ton enfant. Tu rentres chez toi et c'est comme ça. Merci beaucoup pour l'histoire. Là, on va passer à la deuxième histoire. Bonjour DMG, comment est-ce que vous vous portez? J'espère que vous vous portez bien par la grâce de Dieu. Je viens pour raconter l'histoire que j'avais vécue. C'est l'histoire de ma grand-mère et ma tante. Ma tante, c'est une femme qui a eu des longs yeux. Et ma tante en question, c'était le dernier enfant de ma grand-mère en fait. Je me souviens que j'avais 9 ans, 10 ans, 11 ans, vu que ma tante en question, c'est elle elle m'avait élevée et on vivait ensemble. Lorsqu'elle a divorcé avec son premier mari, le père de ses premiers enfants, elle s'est remise avec un autre monsieur, un gardoyem. Le monsieur est tout le temps dans la maison. J'entendais comment ma tante demandait à son mari que non, moi je veux une scie portière. Je veux que tu me payes une scie portière. Et moi, bien sûr que j'étais toute petite, mais je me posais des questions. Je dis, mais comment est-ce que ma tante peut demander à son mari une scie portière? Nous ne vivons même pas dans un luxe, il n'a même pas de maison, rien. Parce que là où on vivait avant, c'était la maison du grand frère, c'était la maison de mon oncle. C'est là où on vivait, c'est là où ma tante vivait avec son mari et moi. Et son mari en question,
sa maman, c'est sa maman qui était avocate, lui restait à Cité. C'est sa maman qui vivait, qui résidait à Cité Damas, une cité là-bas au Gabon. Et son mari en question, jamais un jour, je l'ai vu sortir pour aller au travail. Tout le temps, il était là avec nous, mais chaque fin du mois, il apercevait son salaire. C'était un fonctionnaire fantôme. Chaque fin du mois, il apercevait son salaire. Bon, moi, j'ai tiqué lorsque ma tante disait à son mari, oh non, moi, je veux une scie portière, machin et tout. C'est comme ça, il y avait un sac en raffia. Il y avait un sac en raffia avec 2 ficelles de chaque côté. Le sac en raffia, il y avait plein de médicaments périmés à l'intérieur. Je me souviens que ma tante m'avait interdit. Elle m'avait dit, non, je ne veux pas que tu boives ces médicaments parce que ces médicaments sont tous périmés. J'ai dit, ok, tantine, j'ai compris. Et c'est comme ça, ils ont préparé un voyage. J'ai dit, mais vous allez où? Elle dit, non, on va aller rendre visite à ta grand-mère et tout. Ils ont pris le sac des médicaments périmés là. Ils ont mis ça dans leur bagage. J'ai dit, mais maman, vu que je l'appelais maman, j'ai dit, mais maman, où est-ce que tu vas avec le sac des médicaments périmés? Tu as dit que ces médicaments sont périmés, que c'est pas bien. Où est-ce que tu vas avec? Si c'est périmé, il faut que tu jettes. Elle me dit, effectivement, on va aller jeter ça. J'ai dit, ok. C'est comme ça qu'ils sont partis. Ils ont voyagé. Ils sont arrivés au village. Lorsqu'ils sont arrivés au village, maman allait quitter de là où elle est en mariage chez mon papa. Elle allait saluer ma tante qui est sa petite sœur et son mari. Quand elle est retournée là où elle est en mariage. Après, elle est encore repartie pour rendre visite à ma grand-mère. Ma tante, quand elle était partie, elle a trouvé ma grand-mère. Ma grand-mère, c'était pas son heure de mourir. Ma grand-mère, elle avait juste des maladies de vieillesse, des malaises de vieillesse. Elle avait juste des filaires à gauche, des filaires à droite. Elle n'avait rien de grave en dehors de ces filaires. C'est comme ça que ma tante a commencé à faire suivre ma grand-mère le traitement avec ses médicaments périmés, des jours comme des nuits, matin, midi, soir, elle buvait les médicaments périmés. Et lorsque maman allait, quand elle a su que ma grand-mère était malade, maman allait là-bas pour faire 3 jours. Ma tante a commencé à engueuler sa soeur, sa grande soeur, ma mère. Elle a commencé à engueuler, oh non, tu fais quoi ici? Hein? Tu es déjà allé en mariage, il faut retourner là où tu es en mariage, qu'est-ce que tu fais ici? Donc tout ça là, elle cherchait à être en conflit avec ma mère pour mieux terminer sa mission, pour mieux enchaîner ma grand-mère. Et maman s'est fâchée, elle est partie. Après un moment, maman faisait les navettes. Après un moment, elle est repartie. La maladie de ma grand-mère avait empiré. Et lorsque ma grand-mère est décédée, elle a dit non, c'est elle qui est venue me tuer. C'est X qui est venu me tuer avec son mari. Et maman me fait comprendre que lorsque ma tante en question se discutait souvent avec son mari en question, tout le temps disait à son mari que oh non, tous les matins tu dois boire les verres de sang. Tous les matins tu dois boire les verres de sang. Où est-ce qu'on va trouver le sang là? C'est ce que maman m'avait dit. Donc, c'est comme ça on a enterré la grand-mère et tout. Maman est venue sur Libreville. Elle m'a raconté toute l'histoire et j'ai confirmé. Je l'ai dit, effectivement, ce sac en raffia des médicaments périmés, j'avais vu ça. Et tantine m'avait dit que c'était pour jeter. Maman m'a dit que non, c'est les médicaments là qu'elle donnait à ta grand-mère. C'est les médicaments là qu'elle donnait à ta grand-mère tout le temps, jusqu'à elle est décédée. Donc, elle allait tuer ma grand-mère à cause de la scie portière qu'elle avait demandé à son mari. C'était même pas son mari, son copain. La scie portière qu'elle avait demandé à son copain, elle allait tuer ma grand-mère à cause de cette scie portière qu'elle n'a jamais eue. Elle n'a jamais eu cette scie portière parce qu'il devait payer cette voiture-là avec quoi? Elle n'a jamais eu, même la voiture la plus moins chère, elle n'a jamais eu. Elle a fait 2 enfants avec son mari là. Son mari là, c'est un moins que rien, un ivrogne. Ma tante là, elle est devenue, je sais pas,
Elle est comme ça partout. Elle allait tuer ma grand-mère à cause d'une scie portière, à cause des longs yeux. Elle allait sacrifier ma grand-mère. Et pourtant, c'était pas son jour. Je sais que ma grand-mère devait mourir, mais c'était pas son temps. Et lorsque j'avais voyagé, bon, ça avait déjà mis du temps. Ça avait fait plusieurs années. J'étais déjà bien grande. Je suis allée au village pour mes fiançailles. Après, je suis allée dans le village de mon maman. Vu que là-bas, il y a un grand marché. Donc, je suis allée là-bas avec mon fiancé et sa maman pour faire les courses. Parce que la maman de mon fiancé, elle était allée payer certaines choses pour amener sur Libreville. Et moi, j'avais vu ma grand-mère et pourtant, elle était décédée depuis DMG. Je l'avais vue, elle était passée à côté de moi, elle m'a regardée, elle et moi, nous nous sommes regardés. Elle m'avait lancé un regard triste, de tristesse. C'est moi qui l'avais vue, ni mon fiancé, ni ma belle-mère, personne ne l'avait vue. Et c'est comme ça que j'ai couru dans le marché, j'ai commencé à la chercher. Elle avait disparu. Elle allait ôter la vie à ma grand-mère. Ma grand-mère n'a même pas pu voir ce que je suis devenue aujourd'hui. Ma grand-mère n'a même pas pu manger mon argent. Elle allait tuer ma grand-mère. Elle allait tuer ma grand-mère. C'est comme ça que ma grand-mère est partie, la mère de maman. Ma grand-mère qui m'avait élevée parce que j'ai grandi avec ma grand-mère. J'ai grandi avec ma grand-mère. Si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est l'éducation de ma grand-mère parce que je suis très, très posée. J'ai un cœur très posé. C'est l'éducation de ma grand-mère. Parfois, mon mari me dit, même tu as le comportement de grand-mère. J'ai dit, il faut me laisser. C'est ma grand-mère qui m'avait élevée. C'est ça, c'était ma petite histoire. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la troisième histoire. Bonsoir DMG. C'est l'histoire de 4 jeunes filles. Disons 3 de mes copines. Mais en tout, ça fait 4 jeunes filles. Après le bac, nous sommes tous allés à l'université. Et dans une université, genre, à Bonamoussadi. Et nous, on était les filles des quartiers, des lobbies. Maintenant, on est à Bonamoussadi, tout nous surprend. La façon dont les autres filles là-bas font, ça nous surprend et tout. Et nous, on veut se familiariser. Moi, de mon côté, j'étais un peu trop réticente parce que de nature, je suis une fille qui a trop peur. J'ai d'abord peur des choses et j'ai aussi peur parce que mes parents m'ont traumatisé, genre, avec des histoires, des faits que moi-même, j'ai même peur de mourir. Bon, il y a certains actes que je ne fais pas. C'est comme ça que mes copines sont devant. Arrivé à Bonamoussadi, donc arrivé à l'école, on rencontre une fille. On l'appelait la fille, elle était comme une leader, tu vois. Une fille très belle, toujours avec le beau sac à main, belle perruque et tout et tout. Ah, c'est comme ça qu'un jour, nous, on décide de cotiser l'argent. Que non, on ne va plus venir avec la nourriture, bien partir acheter le pain au marché Bonamoussadi. Il faut que nous aussi on parte au restaurant. On cotise de l'argent même pendant 2 semaines. C'est comme ça qu'on réussit à avoir un peu d'argent pour partir au restaurant, prendre un plat et aussi un jeu et tout. Maintenant, la fille qui était au campus comme une star, arrivée là-bas apparemment, un de ses amis crush sur ma copine. Parce que le restaurant, nous sommes partis là, c'est un maquis. On sort comme un maquis de Feynman. Bon, il y a les gars là-bas, avec les grosses voitures et tout et tout. C'est comme ça que la fille, la leader là, elle s'approche de nous, disons, je vais appeler mes copines, copine A, copine B, copine C. Elle s'approche, c'est comme ça qu'elle devient notre amie. Après, je vois que la fille a commencé à nous parler les choses que moi je ne comprenais pas, genre, non, pour être fraîche comme je suis. Parce qu'à un moment, nous m'ont demandé que, hey, ma soeur, tu fais comment pour être fraîche en tant qu'étudiante? Et nous sommes même arrivés, parce qu'on était partis chez eux, nous sommes arrivés chez toi, on n'est même pas riche et tout et tout. Elle dit, ah, ce sont les hommes qui me donnent l'argent. On dit, comment ça? Elle dit que, ah, je vais vous dire mon secret. Parce que vous êtes les filles, moi, je vais vous adopter pour que vous soyez comme moi et tout. C'est pour ça qu'elle nous dit que non,
c'est parce que j'utilise une eau là. On appelle ça l'eau de boya. Et c'est comme ça que mes copines disent que Massa. Moi, elle me dit que, à faire de l'eau de boya là, je ne suis pas moi là, ça peut me rendre folle. C'est comme ça qu'on était là pour dire. Et aussi comment je faisais les églises. C'est comme ça que mes 3 copines ABC, parce qu'on sortait du même quartier, commençaient à me fuir. Que non, Lynn est trop villageoise. Que non, Estelle est trop villageoise. Estelle est trop villageoise. J'ai dit ok. C'est comme ça que mes 3 copines ABC sont parties à Boya prendre l'eau de Boya. Apparemment, l'eau de Boya a marché. Parce que chacune d'elles maintenant avait son filman. Quand on finissait l'école, toutes là, avec le gars qui venait les chercher avec les grosses voitures, elles mangeaient maintenant dans les maquis où moi-même je n'arrivais pas. C'est comme ça que j'ai commencé à être seule. J'ai eu la fin de l'histoire quand ça a cuit sur eux. Maintenant, c'est comme ça que... Et bon, elles me disaient maintenant les grandes filles, tu vois. Les grosses perruques, grosses sacs à main, les 4 filles en fait. Maintenant, apparemment, la leader, la fille qui était au campus, a encore entraîné mes copines que, pour qu'on puisse avoir le pouvoir, pour qu'on puisse aussi être les influenceuses comme les autres, j'ai un réseau à aider. On dit que quand tu pars là-bas, tout ce que tu demandes, ça va se réaliser. Les gens vont réaliser les vœux. On demande le pouvoir, la gloire et l'argent, les choses comme ça. C'est comme ça que tous là, mes copines mentaient à leurs parents, ils ne savent pas trop. Elles sont arrivées là-bas. C'est comme ça qu'elles sont arrivées à aider. Apparemment, à aider, le marabout a dit que, je ne sais pas comment ça, les pratiques se passent à aider, mais on devait les enterrer vivants pour que les vœux soient réalisés et tout et tout. C'est comme ça que les problèmes commencent. Quand on les a enterrés vivants, arrivé, il y a d'autres qui ne sont pas une personne ne s'est pas réveillée. Bon, parmi les 3 filles, mes 3 copines, il y a une personne qui est restée sous la terre. Elle est morte. On ne connaît pas pourquoi. C'est là où le traumatisme vient. Qu'est-ce qu'ils vont dire à la maison? Qu'est-ce qui va se passer? Et maintenant, le marabout avait donné des conditions. Que vous aurez tout ce que vous voulez. Mais à une condition que tout ce qui va se passer ici à aider, reste à aider. Et l'autre condition, c'était que quand vous êtes venu ici à aider, vous ne devez pas coucher avec le même homme plus de 2 fois. Un truc comme ça. Vous ne devez pas coucher avec le même homme plus de 2 fois. Vous ne devez pas manger dans la même assiette qu'une autre personne. C'est comme ça d'abord que le premier romantisme vient. Quand les filles n'arrivent pas d'abord à rentrer à la maison pour dire à la mère, à la mère de l'autre qui est morte là que on ne voit plus ton enfant. C'est comme ça qu'elle rentre, elle commence à dire que on était ensemble, on a voyagé, l'autre est restée, on ne sait pas où elle est. C'est comme ça qu'on cherche la fille, on cherche. 3 mois plus tard, une a failli à la... Je vais dire ça comment? Une a failli à la condition. C'est comme ça que la fille commence à devenir bizarre. C'est comme ça qu'elle meurt. Et la dernière survivante, j'ai envie de sauter les étapes pour que ça ne soit pas long. Et la dernière survivante maintenant, c'est elle qui nous conte toute l'histoire. Parce qu'elle maintenant, elle voulait... Parce qu'ils avaient déjà cette petite gloire. Même, je ne sais même pas quel genre de gloire ils avaient. Peut-être c'était dans les têtes, mais moi je ne voyais pas. Mais ils étaient déjà quand même un peu bien, quoi. C'est la dernière fille qui restait. Parce qu'il restait une dernière fille de mon quartier avec celle, la leader là. C'est maintenant la dernière fille qui dit que elle maintenant il voit comment tout le monde est mort. Que ses copines sont mortes. Elle maintenant elle avait peur. Et maintenant dans sa tête c'était que si je racontais l'histoire à ma mère trouvera une solution. C'est comme ça qu'elle a décidé de raconter l'histoire à sa mère. Tout ce qui s'est passé pour que sa mère puisse trouver une solution. Malheureusement, comme la condition avait dit, tout ce qui s'est passé à Idéa doit rester à Idéa. C'est comme ça qu'elle est morte.
C'est comme ça qu'on a pu traquer la leader, celle qui était au campus et tout. Et malheureusement, elle aussi, avec le temps, je pense, 1 an après, elle est morte, elle est devenue folle. Les choses comme ça. Bon, c'est la petite histoire que j'ai eue et j'ai voulu vous parler. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 4e histoire. Bonjour DMJ, j'espère que tu vas bien. Déjà, merci pour l'initiative. Ça permet à tout un chacun, à un certain moment, de raconter son vécu ou du moins ce qu'il a entendu. Donc, à côté de ça, je prie à tous les abonnés de liker et à ceux qui ne sont pas encore de s'abonner, d'activer le pouce bleu. Bon, voilà, je vais te raconter mon histoire. C'est ce que moi j'ai vécu, ce n'est pas ce qu'on m'a raconté. À l'époque où j'étais étudiant, je fréquentais à Fumban. Donc, je crois que j'étais en 2e année. La première, c'était d'abord où je vis. Et je tenais à m'excuser parce qu'elle va être un peu longue, cette histoire. La première, c'était où je vis. La bailleresse n'aimait pas les filles dans son camp. Elle n'aimait pas les filles du tout. Pas du tout. Donc, si c'est que tu as ta copine et qu'elle apprend que ta copine est venue te rendre visite, elle va te faire les problèmes. Et quand moi je suis arrivé, là c'était la première année. Quand je suis donc arrivé, les gars m'ont fait part d'un certain nombre de choses, des interdits de la bailleresse et tout et tout. Je leur ai simplement dit que non, moi du moment où je paye la maison, elle n'a pas besoin de m'interdire quoi que ce soit. Et je vis dans la cité, je fréquente non loin de là. Et puis un moment, je fais rencontrer une fille avec qui je sors. On passe du temps ensemble, constamment chez elle. Quand la bailleresse apprend qu'il y a une fille qui est chez moi, elle vient. Et c'est même menacée. Et je tiens à noter que plusieurs gars de la cité me racontaient les histoires qu'ils avaient la nuit, les couches de nuit et tout ce qui va avec. Quand moi donc j'arrive dans la cité, je commence à vivre avec la fille. C'est vrai que j'ai commencé à voir ça aussi à un moment, mais c'était pas fréquent. Quand je me mets donc avec la fille, la bailleresse commence à me faire les problèmes. Elle me fait les problèmes, elle me fait les problèmes, elle me fait les problèmes. Jusqu'à un moment, elle me dit qu'elle va à tout prix rencontrer mon papa. J'appelle mon papa qui est à Yaoundé. Il se dépêche, il arrive à Fumban. Je ne vais pas l'appeler elle-même. Je lui dis que voilà, mon papa est arrivé. Elle me dit ok, elle va venir le rencontrer. Donc elle arrive, elle salue le papa. Écoute, après du papa que vraiment elle ne me comprend pas. Elle a voulu me prendre comme son enfant ici à Fumban et puis raconter un tas d'histoires. Et aussi la fille avec qui je sortais, elle a voulu partir. Je lui ai dit que non, mon papa arrive, il faudrait qu'il te voie. Donc c'est donc comme ça que le papa là arrive, il l'a salué. Et puis il dit à la dame que non, mais si l'enfant paye déjà la maison, je ne trouve pas l'inconvénient qu'il ait une amie. Ça c'est sa vie. Le seul truc que je peux vous demander de faire, c'est juste de le laisser. Si là à un certain moment les aérer, nous on va régler. Mais je ne pense pas que vous devez vous inquiéter de sa vie. Parce que c'est mon fils, j'ai confiance en lui. Elle n'a pas pris ça d'un bon oeil. Et j'étais reparti à Yaoundé. Maman m'a dit, fais très attention à ta bailleresse. Toutes les couches de nuit qui se passent dans ton camp, c'est elle la cause. Fais très attention avec elle. Je dis ok. Et puis après, je suis retourné à Fumban. Je devais préparer la session normale. Le premier jour de la compo, le bailleur est venu, il m'a fait les problèmes. Je crois que j'avais peut-être une semaine d'arrêt.
Il m'a fait les problèmes, il m'a fait tellement de problèmes. Et puis il m'a dit, tu sais quoi, il faut que tu sortes de ma maison. Sors de ma maison. Je lui dis que ouais, laissez-moi le temps de finir la compo. Il me dit que sors de ma maison aujourd'hui. J'ai dit ok. C'est comme ça que j'appelle ma copine. On trouve vite rapidement une voiture, je déménage, je laisse la cité, je pars. Quelques temps après, les gars me disent que mais tu as fait comment et tout. Ça veut dire que non, c'est juste une décision. Bon, c'est vrai qu'après, beaucoup ont suivi. Et dans la même lancée, quand je quitte donc la maison là, je traîne à gauche et à droite et puis je retrouve une autre maison. Déjà la maison que je trouve, c'était une maison pratiquement abandonnée. Grande maison, abandonnée, il n'y avait personne à l'intérieur. Je décide d'abord d'aménager dans les dépendances qui sont derrière. Et puis, beaucoup de gens me disaient qu'il faut faire attention à la maison la maison dans laquelle tu vis là. Et tout. Je dis que non, moi je n'ai pas de problème avec la maison, c'est là. Je suis venu pour étudier, et c'est là que je dors, je ne dois rien à personne. Donc, quelques temps après, j'ai quitté la dépendance parce que c'était quand même aussi un peu isolé. Je vais dans la grande maison. Et on me dit que dans la grande maison, là, il y avait des femmes qui vivaient là-bas et puis une était décédée. En fait, c'était pas des femmes très bien. Moi, déjà, quand je dors, j'ai l'habitude de dormir avec les fenêtres ouvertes. J'ai l'habitude de dormir avec les fenêtres ouvertes parce que j'ai besoin d'assez d'air. Sinon, je risque d'étouffer. La nuit, là, donc, pendant que je suis en train de dormir, je sens une présence. En fait, je sens quelqu'un qui me regarde à travers la fenêtre, pas derrière. Moi, donc, je me lève, je sais pas si c'était un songe, je sais pas trop. Mais en tout cas, c'était pas un rêve. Moi, donc, je me lève, j'étais en short bleu, torse nu. Il y avait un jeune homme accroché à mes nacos. Il me regardait. Je me lève, je lui demande, mais tu fais quoi là? Qui t'a envoyé ici là? Le monsieur ne me répond, le jeune homme ne me répond pas. Je lui pose la même question. Je me lève donc du lit, je vais voir, je me rapproche de lui. Quand je me rapproche, donc, je remarque que sur les escaliers, il y avait une fille assise. Elle avait baissé la tête. Et la fille, c'était une fille qui fréquentait avec nous. Elle faisait un département. Je ne lui ai pas adressé la parole, j'ai juste remarqué. Et quand je vois, je me retourne, je dis au gars que, en tout cas, quitte rapidement de là. Quitte très vite de là. Je ne te connais pas, je ne veux pas vraiment avec toi. Quitte de là. Je repars dans me coucher. Quand je me couche, donc, le gars a lancé une pièce de 500. La pièce de 500 m'a touché. Ça m'a touché la côte. Et puis c'est tombé. Ça fait le bruit. C'est le bruit donc qui fait. Je me lève. Quand je me lève donc, je vois mes nacos justement très ouverts, comme s'il y avait une présence justement. Je me mets à prier, je fais une courte prière, je me couche et je m'endors. Le lendemain matin, très tôt, je me lève donc je vais à ma véranda. Et parce que j'étais pratiquement en route. Une autre camarade passe. Elle me dit, c'est comment? Je dis, non, ça va. Elle me dit, pourquoi tu as l'air bizarre comme ça? J'ai l'impression que ta nuit n'a pas été très bonne. Et à quoi? Je lui dis, mais je suis fait comment pour savoir que ma nuit n'a pas été bonne? Elle me dit que, parce que la maison dans laquelle tu es, ce n'est pas une très bonne maison. Je lui dis que non, laisse-moi, je suis passé par un truc cette nuit. C'est là qu'elle me dit que la maison où je vivais avant d'entrer, la dépendance où je vivais avant d'entrer dans la grande maison, il y a toujours une autre camarade qui vivait à côté. Non, en fait, qui vivait non loin de là. Un soir, donc, elle est partie pour puiser de l'eau. On avait coupé la lumière. Elle arrive donc. Elle ouvre le robinet de derrière, parce que le robinet de derrière, donc, justement, donnait net
à ma dépendance, à la dépendance dans laquelle je vivais, elle se rend compte que la pièce est éclairée. On ne vivait pas dans la place. On ne vivait pas dans la dépendance, c'était un studio. Et comment il n'y a pas la lumière en Fumban? Et cette maison n'est pas habitée, mais ça se passe comment qu'il y a la lumière ici? Elle se rapproche donc. Elle voit une boule carrément qui était à pratiquement 1 mètre du sol, qui éclairait la maison, qui éclairait la pièce. Elle était prise de panique. Elle a crié, elle a tout abandonné là-bas, elle est partie. Elle a dit qu'elle n'habite plus dans la maison là. Bref, qu'elle ne vit plus dans le camp là. C'est donc comme ça que le matin, certains qui étaient proches d'elle sont allés donc enlever ces choses dans la maison. Quand ils allaient dans les choses de la maison, moi je la vois qui était après ce qui s'est passé avec moi. Je dis que mais tu as vécu ta scène comment? C'est là qu'elle me relate les faits. Juste pour dire que les maisons dans lesquelles nous vivons, il faut à un certain moment être très regardant sur pratiquement tout. Parce qu'on est passé par beaucoup de trucs dans cette maison. Dans la grande maison là, moi je vivais seul. Après j'ai eu une coloc. La coloc me dit que le couloir qui passait par nos chambres pour la cuisine, quand elle passait par là, elle avait tout tendance au temps de tirer son habit. On tirait son habit. Elle me dit que mais toi tu n'as jamais ressenti cela? Je dis que non, moi je n'ai pas encore ressenti cela. Un soir donc, pratiquement à minuit, elle arrive et toque ma porte. J'ouvre, elle me dit qu'elle ne peut pas dormir dans sa chambre là aujourd'hui. Je dis qu'il y a quoi? Elle me dit que non, sa chambre n'est pas une très bonne chambre. Que la maison, c'est en fait n'est pas une très bonne maison. Elle ne peut pas dormir dans sa chambre. Je lui dis ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Couche-toi là avec moi. On dort. On s'est donc couché, on a passé la nuit ensemble. Le lendemain, donc, nous sommes sortis, on est allé à l'école et tout. Elle est rentrée. Elle est partie dans sa chambre pour se reposer. C'est là qu'elle me dit que pendant qu'elle dort, elle a les yeux ouverts, elle est comme clouée sur le lit. Il y a des gens qui descendent du ciel avec les tam-tams et tout. Net, ils viennent rester sous sa tête, proche de sa tête. Ils tapent les tam-tams, c'est dans sa chambre. Elle me dit que c'est dans sa chambre qu'on fait toutes les réunions. C'est vrai qu'elle est restée comme ça, elle était prise de panique, elle ne peut pas bouger, elle ne peut pas parler, elle est juste là avec les yeux ouverts. Après, elle s'est dit qu'elle ne sait pas ce qui s'est passé, elle a juste sursauté. Elle s'est levée. Dès qu'elle se lève donc, elle est juste sortie, elle est partie. C'est quand le soir qu'elle est rentrée, elle m'a raconté cela, elle m'a dit que non, dès aujourd'hui, elle ne peut plus vivre dans la maison là, seule. Elle a pris une partie de ses effets. Elle allait rester avec son gars. Ça, c'est ma première histoire. Juste pour attirer l'attention sur les maisons dans lesquelles nous vivons. Et ma maman m'a toujours dit, quand tu entres dans une nouvelle maison, il faut prendre la peine de sanctifier le lieu où tu vas habiter, parce que c'est l'endroit où tu es supposé avoir le repos de ta maison. Mais si tu ne prends pas certaines dispositions, sache que tes nuits seront toujours troubles. Quelle que soit la maison dans laquelle tu vas habiter, il faut faire attention. Donc vraiment, quand vous prenez les maisons, il faut faire l'effort de les sanctifier. Chacun a sa manière de sanctifier l'endroit dans lequel il va vivre. Mais au moins, il faut penser à le faire. Ça, c'est ma première histoire. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 5e histoire. Bonjour famille DMG, bonjour à toute la famille DMG TV. Comment vous allez bien, j'espère. Avant tout propos, tout ce qu'on raconte là, c'est juste pour sensibiliser, voilà, c'est pour sensibiliser et ne pas prendre son propre cas pour une généralité. Voilà, c'est juste pour sensibiliser, pour dire de faire très attention à ce que nous vivons. Bon, c'est juste pour sensibiliser quoi. Voilà, c'est juste pour sensibiliser et ça nous enseigne, ça nous édifie. Voilà. Et j'aimerais raconter mon histoire vécue, voilà, c'est mon vécu.
Et l'histoire se déroule à Abidjan. Voilà, faut dire que j'ai été chauffeur de taxi. Et un jour, j'ai pris un monsieur dans la nuit, voilà, pour une autre destination, voilà, que je ne citerai pas. Voilà. Et en cours de route, j'ai vu que le monsieur a fait sortir beaucoup d'argent de sa poche. Il était en train de compter. Il avait beaucoup d'argent, les billets de 10 000, beaucoup. Voilà, je ne saurais dénombrer, mais c'était beaucoup d'argent. Et en cours de route, il comptait toujours l'argent jusqu'à ce qu'on arrive à destination. Et quand on est arrivé, il m'a payé mon tarif, et puis bon, il m'a payé, et puis il est descendu. Moi, j'ai décollé. Et à 5 mètres comme ça, je constate, je regarde, je vois quelque chose sous mon siège avant. Donc j'allume le feu de cabine. Je regarde, je vois c'est un billet de 10 000. Donc je rebouche chemin. Étant donné qu'il est rentré dans une cour, je rentre dans la cour, je demande s'il n'y a pas un monsieur qui vient d'entrer dans la cour. Donc au fur et à mesure, j'étais en train de me renseigner, je vois le monsieur sortir d'une maison. Donc je m'avance vers lui, je dis, ah, monsieur, excusez, hein, c'est vous que j'ai déposé tout à l'heure là. Il dit oui. Il dit, ah, vous avez oublié de l'argent dans la voiture. Donc j'enlève le billet de 10 000 et puis je lui remets. Je dis, DMG, même merci. Il ne m'a pas dit. Et puis je me suis retourné. Au fait, j'ai pas compris quoi. C'est-à-dire que c'est comme si j'ai mal fait de venir lui donner son argent quoi. C'est comme si je devais prendre l'argent. C'est-à-dire que si je prenais l'argent, ben si je faisais des trucs avec l'argent, j'ai senti que on dirait que quelque chose allait m'arriver. J'ai dit DMG, même merci, le monsieur m'a pas dit. Et quand j'écoute, et après ça, c'est-à-dire que quand j'écoute, comment on appelle ça, l'histoire des différentes personnes sur le groupe, je comprends que souvent il y a d'autres qui laissent l'argent, ils laissent l'argent dans la voiture sciemment pour des rituels quoi. Je sais pas si je dois dire ça comme ça, mais c'est pas simple. Et j'aimerais encore voilà sensibiliser tous mes collègues chauffeurs de taxi pour leur dire que c'est pas tout ce qu'on voit comme argent dans la voiture qu'il faut prendre. Il y en a là, c'est des sacrifices. Il y en a là, c'est des trucs pour comment on appelle ça, pour peut-être voler ta chance, ce genre de trucs là. Donc faisons très attention. Voilà, comme je l'ai dit au début, c'est juste pour sensibiliser. Voilà, c'est pour sensibiliser et dire de faire beaucoup attention à ce qui nous arrive. Faire beaucoup attention. Voilà, merci DMG et que Dieu vous garde. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 6e histoire. Coucou, salut la famille DMG. J'ai encore d'autres histoires. Voilà, je vais vous partager une de mes histoires qui consiste à dire à toutes les personnes qui ont l'habitude de manger dans les rêves de ne pas manger dans les rêves, de faire très attention. Vous savez, les rêves, c'est quelque chose que parfois on peut contrôler. Moi, j'ai appris à contrôler mes rêves. Au fur et à mesure, j'ai appris à contrôler mes rêves, à faire attention à ce qu'on me donne dans le rêve. Donc, j'ai un peu essayé de canaliser ça en fait, de montrer aux personnes avec qui je suis dans le rêve que franchement, je suis en train de rêver, je suis pas en train de... C'est pas la réalité. Parce qu'à un moment donné, le moment où j'étais enceinte de ma première fille, j'étais beaucoup attaquée, vraiment attaquée. Pendant la grossesse de ma fille, j'étais presque à terme. Je devais avoir... non, je rentrais dans mon 9e mois. Je rentrais dans mon 9e mois comme ça. Et je peux même dire, je suis végétarienne. Je ne mangeais même, avec la grossesse, c'était même pire, je ne mangeais même pas la viande. Vraiment pas de viande. Et au moment où j'avais atteint mon 9e mois, je vais dépasser il y a 2 semaines, j'attendais l'accouchement. Je dors.
J'étais en province. En ce moment-là, j'étais en province. Je viens de perdre mon fils. J'étais en province. Je dors dans la maison de mon grand frère. Je rêve que je me retrouve à l'hôpital militaire à Libreville. À l'hôpital militaire, je ne sais pas trop ce que j'étais venu faire là. Peut-être que j'étais venu faire des soins et tout ça. À la sortie, il y avait des dames qui vendaient des brochettes. Je ne sais pas. Ils appelaient ça, c'est les soya au Cameroun. Les brochettes de viande, voilà. Et dans le j'ai tellement faim que je me suis approchée des mamans qui vendaient là. J'ai demandé à ce qu'on me serve une grande portion de viande. Elles m'ont servi, m'ont même donné le cadeau. Que tiens, vraiment, oh, tu nous as fait la recette, ma chérie, merci beaucoup. Voilà, on t'ajoute encore même la viande de brochette pour 1000 francs. Je me suis mise à manger dans le rêve, tellement c'était bon. La nourriture qu'on cuisine dans les rêves là, c'est tellement bon. Hein. J'ai mangé. Oh mon Dieu. Quand j'ai fini de manger comme ça, là, j'ai demandé de l'eau. On m'a donné de l'eau. La commerçante me regarde, son visage change. Je dis, ma chérie, c'est comment? Elle m'a dit, est-ce que tu connais ce que tu viens de manger là? Je dis, non. Qu'est-ce que j'ai mangé? Elle me dit, tu viens de manger le guépard. Je dis, le guépard? Est-ce que le guépard se mange de lui? Tu viens de manger le guépard. La chair, peut-être la chair humaine, non, c'est pas, mais tu as mangé le guépard. Donc moi, je sais pas si c'était la chair humaine, mais elle m'a dit que c'était le guépard. Quand je commence à pleurer comme ça, je vomis. Et au même moment, je me réveille, en réalité, je suis en train de vomir le sang. Je vomis le sang tout en étant enceinte. Je vomis le sang. Avec les morceaux de viande dedans. La fille de ma tante me demande, mais ma petite, c'est comment? Qu'est-ce que tu as mangé comme ça là? Tu as mangé quoi à la veille? J'ai dit, j'ai mangé les légumes. Elle dit, c'est faux, tu vas manger les légumes et venir vomir le sang avec la viande dedans. J'ai dit, mais je ne sais pas. J'ai fait un rêve bizarre, voilà les douleurs qui m'attaquent. Oh! Je suis restée le seul enfant avec lequel j'ai duré pour avoir les douleurs et que j'ai pleuré vraiment. Les douleurs m'ont attaqué. Je vomis le sang. Voilà aussi les douleurs m'attaquent. Je vomis le sang, les douleurs m'attaquent. Ils m'amènent à l'hôpital. Toutes les femmes que j'ai trouvées, c'est-à-dire que nous sommes partis à l'hôpital vers les 5 heures du matin. Je suis là, je pleure, je me tords de douleur. Toutes les femmes que j'ai trouvées ont fini d'accoucher. Hein. Je suis restée la dernière, on était peut-être une affaire de 15 femmes. Parce que là-bas, à l'hôpital général de, je viens de la ville, de Mwanda, parce que j'ai accouché ma fille à Mwanda. Il y avait, on pouvait mettre les femmes en salle de douleur, ils appellent ça la salle de douleur. On était maintenant là-bas, en train de pleurer les douleurs. On tape le mur, on est là, on prie. Toutes les femmes ont été pleines, fait 12 femmes, comme toutes les femmes ont fini d'accoucher. J'étais la 12e, avec mes douleurs. J'ai accouché vers 13 heures. 13 heures comme ça. Et quand j'ai accouché aussi, l'enfant aussi venu avec... Ah, Seigneur. Un dos cassé, je ne sais pas ce qui s'est passé avec le dos cassé. Il fallait faire des transactions. Il fallait faire des évacuations. Donc du coup, je me dis que ce qu'on m'a fait manger là, c'était vraiment très fort. Jusqu'à ce que ça me fait, ça agit au moment de l'accouchement. C'était trop fort ce qu'on m'a fait manger ça. Ce qu'on m'avait fait manger là. Vraiment, j'étais trop attaquée. Et je précise que le jour que j'étais, avant de faire même le rêve, je cherchais les hommes et les femmes de Dieu pour me masser à la dernière minute. Rien, tout le monde était occupé. Oh. J'étais partie à l'église, massez-moi. Les hommes de Dieu et les femmes de Dieu, les chants, tout le monde était occupé dans la construction de l'église, la décoration de l'église. En fait, personne n'avait mon temps, quoi. Et c'est mal la veille que j'avais fait le rêve en question. Là, on est venu me donner de la viande. En fait, qu'on m'a bien servi la viande. Donc, c'est pour cela que j'aimerais attirer l'attention encore une fois pour toutes, aux femmes, aux gens qui sont enceintes, d'éviter de manger dans les rêves. Même pas seulement aux femmes qui sont enceintes, hein.
à tout le monde. Je dois même dire que ce que vous me donnez là, je sais que ce n'est pas la réalité. Et ça va disparaître parce qu'après, j'ai expérimenté ça et c'est vrai, ça fonctionnait. Quand je le disais, et au finish, ça fonctionnait. On me donnait plus jusqu'alors, je n'ai plus jamais mangé dans les rêves. Merci beaucoup la famille, bisous. Merci beaucoup pour l'histoire. Commentez, likez, partagez. Là, on passe à la 7e histoire. C'était en 2017. En ce moment, j'étais à Yopougon, quartier Bel-Air. Cette année-là, j'étais venue pour prendre des renseignements parce que je voulais faire une première année au cours locaux du plateau là. C'était en ce moment-là. Donc, Abigail a dû dire, surtout quand tu es étudiant là. J'ai fait 2 jours sans manger. Il n'y a même pas eu banane braisée. Comme j'aimais beaucoup tchatcher sur les sites de rencontres et autres là, en ce moment-là, il y avait Nostalgie. Voilà, donc, j'ai tchatché beaucoup sur Nostalgie. J'ai rencontré un monsieur, il dit qu'il travaillait à Grune, leur réseau de communication qui a disparu maintenant là. Il dit qu'il travaillait là-bas. J'ai oublié son nom. Il devait s'appeler monsieur Yaka, un truc comme ça. On causait, on tchatchait comme ça et puis on a échangé nos numéros. Monsieur Yaka m'a donc demandé si on pouvait se rencontrer à Selmer, Yopougon, dans un bar quelque part là. C'était ma première fois d'aller au bar. J'ai accepté. Ce jour-là, j'étais affamée. Il y avait soif, il y avait faim. Hey, Abidjan. Puis je me suis rendue dans le bar. Moi, je ne savais pas que pour aller au bar, il y avait certaines tenues qu'il ne fallait pas porter. Je ne savais pas. Donc, je suis allée au rendez-vous de M. Yaka. Quand il m'a vue, on s'est salué. C'était dans un bar. Donc, je suis rentrée dans le bar avec lui. On s'est assis, on a commencé à causer. Mais franchement, quand je rentrais dans le bar, je n'avais pas... J'ai vu que c'était à Selmer, oui. Même ce bar-là, je sais encore où il se trouve. Mais je n'ai pas remarqué la devanture du bar, non. Donc, on était assis. Il m'a demandé, tu prends quoi? Il a dit une sucrerie. Il m'a donné une sucrerie Fanta. Il a bu Fanta ce jour-là. Et puis on a commencé à échanger. Il a dit, ma chérie, tu sais que tu me plais beaucoup. Tu es une petite fille, tu me plais beaucoup. Parce que c'est un homme un peu âgé. Il pouvait avoir 50 ans. Pour moi, en ce moment-là, je pourrais avoir 23 ans, un truc comme ça. Non, il m'a dit, tu me plais beaucoup. Déjà, même quand je l'ai vu, il ne m'a pas trop impressionné parce que il semblait être un homme modeste. Parce que ses chaussures étaient fatiguées, ses habits étaient délavés, mais il était propre. Il était propre. L'eau d'Abidjan, vous connaissez. Donc, il était propre de teint, il était propre. Ses habits étaient propres, mais ce n'était pas nouveau, ce n'était pas aussi des habits de classe, non. Donc, on a commencé à causer. Et puis, il m'a dit que sa femme est juge à Bouaké. J'ai dit, ok. Il dit, bon, tu sais, on ne va pas durer. Moi, je t'ai appelé parce que vraiment, je t'ai vu là, tu me plais. Déjà, on tchaquait. C'est parti comme ça. Et puis, il est tenu à te rencontrer. Maintenant, je vois que tu me plais, ton physique me plaît. C'est après, il va devenir au bar. J'ai dit, oui, d'accord. Je vais te demander quelque chose. Mais ce que je vais te demander là, toi en retour là, il faut me demander quelque chose. C'est-à-dire, il faut me demander l'argent. Que l'argent là dépasse 20 millions. J'étais très attentive. J'écoutais très bien ce qu'il disait. J'étais calme. Puis il parlait. Il dit, ce que je vais prendre chez toi là, vraiment, toi à ton tour là, il faut me demander au moins 20 millions, sinon plus. Parce que ce que je vais prendre chez toi dépasse 20 millions. Et j'étais là, je l'écoutais. Et comme ça passait tout le temps, c'est lui qui parlait. Et après, il sait pas, il a commencé à sourire légèrement. Et c'est là que j'ai remarqué dans sa lèvre
inférieure, là, la lèvre qui est en bas, là, il y avait des petites dents, comme les pointes de chaussures, là. Des petites dents minces, 3 dents. J'ai bien vu. Et puis il a tiqué, il a fermé la bouche, comme s'il avait oublié. Je n'ai pas réagi. On a continué de causer, il a continué de parler. Mais tout ce temps, il parlait. Moi, je ne répondais pas. Parce que je voulais qu'il finisse de parler. C'est une grande personne, donc je l'écoutais. Une deuxième fois encore, il a souri, il a fait le même geste. Et ça a confirmé parce que j'ai vu les mêmes dents. J'ai dit, ok, dans mon cœur, je n'ai rien dit. Et puis on a continué de causer. Quand il a fini de parler, il a dit, dis quelque chose, parce que moi j'ai fini. Depuis le moment que je parle, il faut dire quelque chose. Il a dit, monsieur, il dit oui. J'ai dit vraiment merci beaucoup pour l'offre. Vous savez, ça fait 2 jours que je n'ai pas mangé. Même banane, je n'ai pas goûté. Actuellement, j'ai très faim. Ça me fait 2 jours. Franchement, 2 millions pour quelqu'un qui est dans la même situation que moi, là, ça tente. Mais je ne suis pas partante. Merci pour l'offre. Et puis, c'est bien positionné, c'est bien assis. Je dis merci pour l'offre. Parce que vous savez, 20 millions ne sont rien pour moi. C'est comme ça que je lui parlais, doucement. Je dis 20 millions. J'ai une famille, j'ai des parents. L'amour ils m'ont donné, l'amour qu'ils ont eu pour moi, depuis ma naissance jusqu'à aujourd'hui, est inestimable. Mon entourage même, ça dépasse 20 millions. Ce que j'ai dépensé, ce que j'ai vécu, est au-delà de 20 millions, mais de quoi que ce soit. Vraiment, merci beaucoup. Et puis, même si je devais mourir pauvre, supposons qu'actuellement j'ai 23 ans, et puis je vais mourir à 60 ans, même si je devais mourir pauvre, mais ce que j'aurais vécu, l'entourage que j'aurais eu, l'expérience que j'aurais vécue, est incomparable à tes 20 millions que tu es en train de dire là. Donc, merci. Merci beaucoup. J'ai la vie devant moi. Je ne veux pas 20 millions ou plus. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Avec ce monde-là, tant que tu n'as pas fait quelque chose, on ne te donne rien. Tu vas me donner comme ça 20 millions pour rien. Vraiment, monsieur. Merci. Le monsieur est resté muet pendant au moins un bon moment. Puis après, c'est moi-même qui ai coupé le silence pour dire, bon, comme je reviens de l'école là, je vais aller à la maison, me changer, puis je vais revenir dans le bar. En ce moment, il était 16h. Je vais revenir dans le bar. Il dit, ok, d'accord. Puis je suis sortie. Je suis allée à Bel-Air. Vous voyez Bel-Air et puis Selmer, c'est pas loin. On peut marcher, on marche même. J'étais à Bel-Air, c'était Sopim. Non, j'ai marché, je suis allée. Quand je suis arrivée à la maison, je me suis débarbouillée rapidement. Je n'ai même pas d'attardé. Et puis, je suis revenue à Selmer, chez le monsieur. Avant de rentrer dans le bar, je l'ai appelé à une cabine téléphonique. Monsieur Aka, je suis là à 2 minutes du bar. Il dit d'accord, viens, je suis là. Je suis assis au même endroit. Je dis d'accord. Et maintenant, moi, je marche, je m'en vais dans le bar, je veux rentrer. Je trouve 3 loupards. Je veux rentrer, on m'empêche de rentrer. Il dit, aïe, je veux rentrer. On dit, ton accoutrement ne rentre pas ici. J'ai dit, comment mon accoutrement ne rentre pas ici? Moi, j'étais dans ce bar-là tout à l'heure. On dit tout à l'heure. Il dit, oui. Et puis, je commence à expliquer que j'étais avec tel monsieur, tel monsieur, tel monsieur. Que je viens de sortir même. Il dit qu'il m'a même échangé, il est revenu. On dit, ma chérie, on t'a jamais vu. C'est parce que nous, depuis 9 ans, on est ici. Il dit, monsieur, c'est faux, moi j'étais là. Et puis on discute, on entend discuter, les gars et moi. Il ne croit pas. Moi aussi, je ne crois pas. Il dit, je ne veux pas. Monsieur Aka m'attend, après moi. Seigneur. Et puis il y a un monsieur, un gros bras qui s'arrête et puis me demande, ma chérie, dis-nous un peu, qu'est-ce qui s'est passé? Donc je dis non, il était avec monsieur Aka tout à l'heure ici. Et même, il y a bu même deux Fanta, parce qu'il y a bu 2 Fanta ce jour-là. Il y a bu même 2 Fanta que je suis allée me changer. Il dit, ma chérie, ici là c'est Abidjan. Tu n'étais pas dans ce bar-là. Attends, ça fait combien de fois tu vas au bar? Il dit, c'est ma première fois. Il dit, il faut te méfier, tu es dans un cimetière. Il dit, monsieur, tu parles de quoi même? Moi je croyais pas, et puis ça ne me disait rien.
Eh, Seigneur. Il dit, bon, tu étais assise où? Parce que dès que tu ouvres le bannet là, à droite, quelque part, à l'état, non? C'était même pas caché. Il a ouvert le banc, il dit, tu étais assise où? Il a montré mon siège. Bizarrement, il y avait un jeune couple qui était assis là. Et on s'en va. Les gros bras là demandent au jeune couple, vous êtes là depuis quand? Ils disent, depuis 9 heures. Le gros bras toujours me demande, ma chérie, appelle ton gars. Je l'appelle, son numéro passe pas. Jusqu'à aujourd'hui, le numéro de M. Yaka passe pas. Et je me suis retournée à la maison tranquillement. Voilà un peu ce que j'ai encore vécu. Oh. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 8e histoire. Bonsoir. Salut à la communauté DMG. Salut à toi aussi, le GM Manfa, le promoteur. Ça fait pratiquement 2 semaines que je suis aux histoires de façon régulière. Il faut avouer que je suis fan. Je suis accro même. Ça fait un peu comme les aventures mystérieuses de Patrick Madon avant là. Mais le vécu personnel que la majorité apporte, franchement, ça rend la chose un peu plus intéressante. Donc, franchement, merci beaucoup déjà pour les leçons qu'on en tire. Et voilà, bonne chance et bonne continuation. Je vais vous avouer qu'avant, j'éteignais partout avant de dormir. Maintenant, il fait l'inverse. Mais merci beaucoup aussi pour ça. Voilà. Bon, ce sera ma première fois de raconter une histoire, donc j'espère que je vais bien le faire. Aussi, à la fin de celle-ci, honnêtement, je ne suis pas sûr qu'il y ait une leçon à en tirer. Mais, parce que c'est un truc qui m'est arrivé, et quand ça m'est arrivé, j'ai eu des frissons pendant un bon bout de temps. Et jusqu'aujourd'hui, chaque fois que je pense à ça, je me pose des questions, genre, mais pourquoi? Et voilà. Donc, l'histoire se déroule, ou du moins, elle s'est produite il n'y a pas longtemps. C'était à Douala. Genre, moi, ce que j'ai vécu, c'était à Douala. Dans la nuit de l'an. Du 1er janvier 2022. Donc, dans la nuit du 31 décembre 2021 au 1er janvier 2022. Après le réveil, la nuit de l'an, moi, je rentre à la maison et je me couche, je m'endors. Et je fais donc un rêve. Il faut noter que ce que j'ai vécu cette nuit-là a une sorte de lien avec un incident qui s'est produit dans la même nuit, mais dans la ville de Boya, donc au sud-ouest. Parce que bon, il faut noter que j'ai fréquenté au sud-ouest pendant 4 ans. Hein. Et en 2020, j'ai pris mon diplôme, voilà, et tout ça. Donc, le rêve donc que je fais dans cette nuit-là, et je veux encore apporter une précision, ou alors une sorte de note à bénir, c'est que je ne suis pas un grand rêveur, ou du moins, si j'ai fait 10 rêves dans ma vie, j'en ai oublié 7. Mais les 3 autres ont toujours été un peu spéciales façon. Donc, la nuit là, je fais un rêve comment je suis à une fête avec mes amis, mes camarades de promotion, donc les gens avec qui j'ai fréquenté, j'ai fait Boya, donc comme je vous ai parlé là, comme je vous ai dit là, les gens avec qui on a pris le diplôme cette année de 2020 là et tout, donc on était à cette fête là. Donc l'ambiance était un peu comme on vient de prendre les diplômes et tout, et on se relaxe, ça, on passe du temps ensemble parce que donc on est à la fête là et voilà, on fait des tout. Moi j'étais assis et je pense que je causais ou je buvais, je sais pas, je pense que je causais. Donc à un moment je vois quelqu'un qui entre donc dans la pièce. Je vois quelqu'un qui entre comme en retard quoi. Il entre, il vient s'asseoir sur un fauteuil qui est en face de moi. Et quand je regarde bien, parce que toute la personne venait, j'essayais de voir et tout. Donc quand la personne vient, qu'elle s'assoit, et vu que le fauteuil était un peu, voilà, il n'était même pas loin de moi, c'était juste à côté là, je regarde, il est en face de moi, je regarde.
Je vois, c'est notre major, le major de la promotion. Voilà. Je regarde, mais quand je veux prêter un peu, quand je veux lui regarder avec un peu plus d'attention et tout, il m'a l'air plus jeune. Genre, il ressemble à son petit frère, qui était aussi dans la même école. Mais avec qui, voilà, j'avais aucun lien. Pas que je m'entendais pas, mais voilà, c'était pas mon ami, ça. Réellement même, ils se ressemblaient. Enfin, ils se ressemblent, tu vois. Les frères, là, se ressemblent, ça. Donc, quand je regarde, je ne sais pas si c'est que c'est le grand frère ou c'est le petit frère. Le grand frère, c'est mon ami, c'est mon camarade de classe et tout. Je regarde. Bon, mais je veux l'appeler. Mais je n'aime pas cette embarras-là que tu appelles quelqu'un et puis c'est pas moi. Même si c'est qu'ils sont liés, ils sont frères. Mais tu l'appelles, c'est pas lui. Donc, je n'aime pas la honte là en fait. Je me dis, bon, au lieu de l'appeler par son prénom, je vais l'appeler par le nom de famille. Que ce soit l'un ou l'autre, il va répondre. Au moins, ce ne serait pas que non, je me suis trompé. Si c'est le petit frère, je lui demande ton grand frère ou c'est le grand frère qui est mon ami, ça tombe bien. Donc, disons que le nom c'est Juna, on va prendre Juna. Donc, je l'appelle Juna. Je ne sais pas combien de fois je l'appelle Juna. Le gars, il ne me gère pas. Il est en train juste de regarder autour là et tout. Il regarde les gens qu'il fait. Je l'appelle Juna. Rien. Au point où je me suis même mis à crier. J'avais l'impression peut-être avec la musique là, il n'entend pas bien. Je l'appelle Juna. Je l'ai appelé jusqu'à... Moi, je me suis fatigué. Mais bon, c'était genre ça. Je me suis dit, peut-être c'est son petit frère. Ou peut-être que... Voilà, le nom de famille là, comme il y a certaines familles où le grand frère a son nom, le petit frère, ainsi de suite. Donc peut-être que c'est pas son genre, voilà. Peut-être qu'il n'entend pas. Donc moi, voilà, sans rancune, je lui ai donné le bénéfice. Je dis que bon, moi j'ai continué à enjoy l'ambiance, tout ça, et tout et tout. À un moment, je sais pas combien de temps, voilà, combien de temps on a fait là, tu vois, tout. À un moment, j'ai l'impression qu'il m'a appelé. Je peux pas dire qu'il m'a appelé, mais j'ai l'impression que c'est qu'il a attiré mon attention, genre, voilà, qu'il voulait comme me dire les gens. Donc, j'ai eu cette impression qu'il m'a appelé, en fait, parce que c'est plus simple comme ça. Donc, quand je me retourne, je le regarde, il est assis, c'est comme il est toujours assis, et il a redressé la tête, et il me regarde droit dans les yeux, et après, il me sourit. Et après, le rêve me quitte. Bon. Après, je sais pas à quelle heure j'ai fait ce rêve-là, honnêtement. Je vais vous mentir, je sais pas à quelle heure. Mais vers 7 heures moins, je peux pas dire que je me réveille. Bon, je me tire là et tout. Bon, je suis pas très matinal, donc j'ai tout tendance à me réveiller souvent un peu, là, me tirer, changer de position bien là, quand les premiers du soleil se montrent et tout. Et quand je fais ça, donc, comme par hasard, mon téléphone, ça s'allume, quoi. Genre, je touche mon téléphone et je me rends compte que je vois pratiquement 6 à 7 appels en absence. Mais bon, je regarde, c'est mon binôme, c'est-à-dire mon ami personnel, comment on dit, mon combi avec lequel j'ai fait, on était dans la même école, la même classe, même filière, on a pris nos diplômes ensemble et tout, qui était dans la même classe que ce journal là aussi et tout. Donc c'était notre major au journal. Donc, il m'appelle et je vois qu'il m'a appelé. Et il m'appelle pas souvent comme ça, même si c'est que je prends le machin, je lance l'appel. Je veux la faire à la locale. Hein. Je dis alors, c'est combi. On dit quoi? Tu m'as appelé beaucoup de fois là, ça veut dire quoi? Il me dit, gars, Juna est parti. Je dis, ok, il est parti où? Dans mon questionnement, dans ma façon de lui demander, c'est parce que depuis qu'on a pris nos diplômes, les années jusqu'en 2022 là, voilà, chaque fois, même dans les commentaires, tu entends que tel est parti. Quand je dis parti, c'est parti ou à l'étranger. Comme on dit en Ben, qui a voyagé, il est parti. Et c'était assez courant. Et aussi, voilà, la plupart de nos camarades et tout, qui étaient dans cette école-là et tout, c'était un peu comme, on aspirait à ça, en fait, d'aller continuer les études à l'étranger. Donc, c'était ça, voilà, il me dit, Juna est parti. Je dis, qu'il est parti où? J'étais un peu dizzy là, toujours, genre, avec un peu le sommeil dans mes yeux. Il me dit, Juna est mort, gars. Je dis, quoi? Il me dit, comme il te dit là, mon ami.
Je reste comme ça, je me demande que ça là. Je me demande, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il est mort ou comment et tout. Donc, pour la petite histoire, quand on a pris nos diplômes au sud-ouest, là, à Boyala, voilà, chacun s'est rentré dans sa localité, c'est-à-dire, voilà, moi je suis rentré à Douala, mon ami avec qui j'étais au téléphone, lui, un gars de Yaoundé, chacun est rentré un peu de partout. Notre ami Juna, lui, il est resté dans la ville là pour bosser. Et parce qu'il avait le travail, Dieu merci. Et donc, il bossait et tout. Et donc, mon ami m'explique que, en fait, il est mort dans la nuit là, genre la nuit du réveillon. Qu'est-ce qui s'est passé, je demande alors. Il a fini le réveillon, genre à l'église et tout, et il rentrait. Et quand il rentrait, pendant qu'il rentre, il traverse. Genre, parce que les affaires du réveillon finissent aux environs de quoi? Je pense après le bonne année, c'est quoi? 1 heure par là, 2 heures. Et il rentrait. Et quand il rentre, pendant qu'il est en train de traverser la route, une voiture, tu sais même pas d'où elle sauter. Franchement, la fauché. Mais à haute vitesse, quoi. J'ai ouï dire que le promoteur est à Boya là-bas, ou du moins au sud-ouest. Je sais pas si c'est à Boya qu'il est. Mais s'il y est vraiment, il a peut-être dû entendre cette histoire. Et pourquoi, genre, quand ça ne va peut-être pas le surprendre d'entendre que quelqu'un s'est fait faucher en pleine nuit comme ça. Pourquoi? Parce que voilà, c'est un peu dans les habitudes des gars de là-bas, des jeunes, tout ça, bref, de conduire d'une certaine façon à une certaine heure et tout. Donc, il s'est fait faucher, mon ami, enfin, mon Juna, feu Juna, je dirais. Bon, c'est même pas son nom, mais bon. Il s'est fait faucher, là, la nuit, là. Et c'est comme ça qu'il a perdu la vie. Bon, je ne vais pas tirer de là en là, je vais raconter comment, voilà, parce qu'il n'est pas mort sur le coup, et ainsi de suite, mais ça va attrister un peu l'atmosphère pour rien. Donc, en fait, c'est comme ça que notre major perd la vie. C'est dans ça que, pendant qu'il est en train de me raconter, le rêve me revient d'un coup, boum. Je dis, waouh, papa, voilà, en fait, je vous l'ai fait comme, c'est comme ça que je lui ai exprimé la chose, que ouais, voici le rêve que j'ai eu la nuit ici, papa. Voici. Je vous jure, et voilà, parce que je suis allé j'ai même voyagé pour le deuil et tout après. Jusqu'au jour là, je n'en revenais pas. Quand même, quand il fallait faire le tour du cercueil, jusqu'au jour là, j'étais comme ça que mes combis, toi, c'est quoi, tu voulais me dire même quoi? Et jusqu'à présent, c'était un peu ça. Hein. C'est un peu, quand je vous dis que à chaque fois que j'y pense, je me pose des questions. C'est ça. Genre, pourquoi? Parce que même après qu'on soit séparés, on ait quitté la ville là, enfin que chacun soit rentré dans sa localité et tout, on ne se faisait pas signe tout le temps. Enfin, pour ceux qui étaient binômes, bon d'accord, c'était assez truc, mais on ne s'appelait, lui et moi, on ne s'était pas parlé depuis longtemps. On se parlait après, voilà, genre peut-être à Noël, Pâques, ce genre de choses et tout, mais de façon spontanée là, c'était pas évident. Parce que lui qui bossait, moi aussi je me cherchais, ce genre de choses, donc c'était pas évident. Et honnêtement, je m'attendais à ce que quelqu'un, au deuil, bien, voilà, un à un de nos camarades sorte un truc du genre que ouais, moi aussi, mais non. Et ce n'est même pas comme si je pensais à Juna là, des mois avant, je veux dire des semaines avant le réveillon ou quoi que ce soit. Non, du tout. Donc, jusqu'à présent, voilà, quand je pense à ça, je me demande que ouais, c'était pourquoi. Je pense que j'en ai parlé à une personne proche, quoi, qui m'a, je pense peut-être c'est ma mère ou une amie proche, bref, qui m'a dit un truc genre, qu'il est venu te dire au revoir, ce genre de choses. Donc, c'est même par rapport à cette hypothèse-là que je me demande que moi, tu veux me dire au revoir, moi qui? Parce que vous connaissez ce genre de personne là qui est authentique, vrai. Intelligent, sage, c'est lui. Timide, c'était lui plutôt. Donc, il a cette faculté-là qu'on recherche dans comment on appelle ça? Dans le meilleur des enfants ou le meilleur des grands. Je ne sais pas comment je vais mettre ça. Il avait ces qualités-là. Mais il est quand même parti.
Et honnêtement, si on devait me demander, franchement, là où le gars là pouvait se placer, moi, j'avais mon honte, je pouvais avoir honte de me mettre parce que avec ces qualités-là, moi, je me voyais un peu que moi, je suis un petit désordonné, je vais venir, non, gars, tu vois. Donc, je me suis jusqu'à présent, je me pose des questions de, voilà, pourquoi et tout ça. Donc, voilà, c'était ma part, c'était pour ma part là-bas. J'espère que, voilà, que ça compte, voilà. Et donc, on se dit, disons, à la prochaine. Je voulais la dire dans les commentaires, ouais. Donc, voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 9e histoire. Bonsoir DMG, comment tu vas? J'espère que tu vas très bien. DMG, jusqu'à présent, je n'ai pas encore eu à écouter une de mes histoires que j'ai eu à poster, tout ça. Bon bref. J'aimerais te raconter l'histoire d'une de mes cousines qui vient même. Ça s'est passé, ça n'a même pas encore fait 2 jours. Elle est venue avec les pleurs, tout et tout, chez moi. Avant de commencer l'histoire, j'aimerais inviter les gens à liker, partager, à s'abonner, tout et tout. Bon, je te raconte l'histoire parce qu'elle-même m'a donné l'autorisation de te la raconter au fait. Au fait, l'histoire c'est quoi? Il s'est fait dire qu'elle a connu un monsieur, il y a de cela quelque chose de 7 ans ou bien je ne sais quoi, 7 ans, 6 ans. Elle a rencontré le monsieur, ils étaient du genre, en parenthèse, c'était son sex friend. Son sex friend. Donc, ils avaient l'habitude de causer, se voir, parfois, se mungou, comme on le dit. De temps en temps, mais ils se sont perdus de vue. Peu de temps après, ils ont, bon, malgré qu'ils se sont perdus de vue, selon ce qu'elle m'a dit, ils se sont perdus de vue, mais ils s'écrivaient parfois si elle avait besoin de 2000, 5000, elle disait au monsieur. C'est un monsieur qui travaillait dans une usine de entreprise de yaourts en fait, fabrication de yaourts du pays, que je préfère taire le nom. Disons, ma cousine, elle demandait de l'aide au monsieur. Le monsieur l'aidait, pas Momo, tout ça là, mais c'était pas régulièrement, c'était très très rarement. Mais elle m'a dit que la fois dernière, avant que le monsieur, quand elle avait connu le monsieur était à moto, c'est-à-dire, elle était, vous voyez, les Dayang, les motos Dayang et consorts là. C'était ça que le monsieur avait en fait. Que la fois dernière, elle a vu le contact du monsieur, elle a écrit coucou au monsieur, répondu DMG. Et le monsieur a dit, ça fait longtemps, on ne s'est plus jamais vu, tu sais, ton pintou me manque, tu sais, j'aimerais regoûter à ça, tu sais, le bon vieux temps, tu me manques tellement, des paroles très mielleuses, quoi. Ma cousine, elle m'a dit que bon, elle avait ces 2 enfants qui étaient là, qui avaient faim. Donc elle s'est dit, bon, elle a confié ses enfants à une de ses voisines. Mais la voisine, elle a expliqué à la voisine, je n'ai rien, tout ça là. Mais quelqu'un m'invite, je ne sais pas comment faire, ça fait longtemps, on ne s'est pas vu, tout ça là. La cousine, la voisine a conseillé à ma cousine d'aller au rendez-vous. Au moins, elle aura quelque chose pour donner à manger, mais pour le moment que elle va préparer et donner à manger à ses 2 enfants. Et les raccompagner à l'école. Donc, ma cousine est allée au rendez-vous. Le monsieur lui a donné rendez-vous à quelque part où je préfère taire le nom, mais bizarrement, elle a appelé le monsieur. Le monsieur était dans une voiture. Bon, elle s'attendait que le monsieur entre et le monsieur vienne avec une moto, comme d'habitude. Mais le monsieur était dans une 4x4.
que ça l'a tiqué. Elle a tiqué même. Ça l'a fait un peu, ça lui a fait un tic, mais elle s'est dit, bon, c'est pas grave, peut-être que tout ça là, bon, ça, il a évolué. Donc, le monsieur l'a amené quelque part. Bizarrement, comme d'habitude, ils ont l'habitude de se raconter comment ils ont rencontré une fille, ils ont eu à Mungu, ils se sont Mungu, tout ça là. Mais, ils se sont raconté ça. Mais bizarrement, bon, elle n'a pas posé trop de questions au monsieur. Comment tu as fait pour avoir cette bagnole, tout ça là. Elle n'a rien dit. Elle s'est dit que bon, c'est le monsieur que j'ai connu avant. TMG. Ils sont allés quelque part. Le monsieur lui a Mungu correctement. Mais bizarrement, le monsieur, de façon dont le monsieur était respectueux et avait l'habitude de lui dire les mots de caresse, lui lécher le bail, qu'on sort, ce n'était pas ça. Tout a dépassé. Il était bizarre. C'est-à-dire, du genre, ils sont partis en même temps. Le monsieur a mis, bon, a pris du lubrifiant, lui a mis ça en bas. Et puis, ils ont Mungu. Mais, quand le monsieur voulait jouir, le monsieur lui a dit qu'il a envie de jouir, que d'aller faire la toilette. Et elle est allée. Le monsieur lui a dit de laver complètement le bas là correctement. Et elle est allée laver le bas. Donc, le monsieur a recommencé le travail qu'il était en train de faire. Mais bizarrement, elle a senti que le monsieur avait l'air bizarre, que c'était plus le monsieur bon d'avant. Mais quand il voulait éjaculer, il était en train de dire des trucs en éjaculant tout ça là. Bon, elle s'est dit que bon, peut-être c'était le plaisir qui l'emportait en tant que tel. Bon, TMG, ma cousine est rentrée. Le monsieur lui a donné une somme de 150 000. Elle est rentrée à la maison. TMG. Elle m'a dit que même après les rapports, même, elle a commencé par avoir les mots de bas-ventre. TMG. Ma cousine est rentrée. Elle a dit qu'elle est rentrée à la maison. Tellement elle avait les mots de bas-ventre. Elle s'est dit que, n'oublions pas que, bon, pour préciser, le monsieur lui a Mungu sans préservatif. Le monsieur lui a Mungu sans préservatif. Elle est rentrée à la maison. Elle s'est dit, bon, peut-être que c'est une infection et qu'on sort, bon. Elle a pris de l'eau tiède avec du bicarbonate. Bon. Elle s'est nettoyé le bas-ventre, elle s'est nettoyé le vagin et tout ça. Elle s'est nettoyé le bas. Pour préciser, elle s'est bien nettoyée. Le lendemain, ce n'était pas ça. Le bas lui grattait. Le bas lui grattait, tout ça. Elle avait les mots de bas-ventre. Elle sentait que les trucs du genre, elle sentait du genre, c'était tout comme si quelque chose marchait au bas de son ventre, tout ça. Vous voyez quand c'était tout comme si quand on est enceinte, comment on est enceinte de 3 à 4 mois, comment les fœtus font truc là. TMG, je vous jure, c'était un truc du genre qui lui arrivait, quoi, selon ce qu'elle m'a décrit. Ah, elle est revenue chez moi avec les pleurs et qu'on sort TMG. J'ai dit ok, c'est pas grave. Je vais voir comment. Elle m'a dit, grande soeur, si tu vois mon bas, ce n'est pas du tout joli à voir. J'ai dit comment? Ou bien c'est une infection. Elle a dit, je suis allée à l'hôpital. Ils ont dit, ce n'est pas une infection. Je vous jure, TMG, je l'ai dit, Kakite, mon est femme. Je vais voir comment ça est. TMG, le bas n'était pas du tout joli à voir. C'était tout comme si, vous voyez quand on a des abcès, les trucs qu'on fait comme des abcès, quoi, ça fait comme des abcès,
le bout était comme des abcès et consorts. J'ai dit, tu es sûr que... Elle m'a montré le résultat des examens. Elle m'a dit, grande sœur, ce n'est pas ça. Ce n'est pas une infection. Les examens d'infection étaient négatifs et les trucs qui étaient comme des boules. Et en bas là, c'était tout blanc, tout était tout blanc et c'était tout comme si on sentait que, vous voyez, des petits asticots. C'était quelque chose du genre, des petits, tu sens que quelque chose, des trucs sont en train de bouger façon. Vous voyez, quand on dépose un repas et ça fait 2 jours, 3 jours, vous voyez, quand ça commence à faire des asticots, c'était comme ça. J'ai dit, hey, comment on va faire? C'est de là que je lui ai amené chez une mère spirituelle, une mère, je vais dire une mère tradipraticienne, je vais dire non. Et elle nous dit, je vais faire de mon mieux là où ton âme est partie là. C'est aujourd'hui on nous explique ça. Hein. Elle dit, là où ton âme est là, c'est déjà allé trop loin. Le monsieur a pris toute ta chance. Le monsieur t'a pris. Du genre, le monsieur a pris toute sa chance, quoi. Le monsieur lui a fidé, en fait. Que si elle est là où elle est là, elle est en train de pourrir. Que si elle meurt, ce que le monsieur a fait en réalité, que si elle meurt, c'est que si elle meurt, les asticots vont continuer. Mais si elle fait le traitement et elle arrive à stopper les asticots, elle arrive à stopper les trucs là, histoire d'asticots là, c'est bon. Mais que si elle n'arrive pas, à force qu'elle est en train de pourrir, à force que son corps devient et sorte des asticots, c'est ça qui va enrichir le monsieur en fait. C'est-à-dire, si elle meurt et on l'enterre, si elle devient asticot, elle commence pas à pourrir là. C'est en ce moment, le monsieur aura d'argent. J'ai dit, histoire là, j'entends ça ici. Mais voilà que je suis en train, c'est-à-dire, avant j'avais l'habitude de suivre ça, du genre si je voyais ça en film. Voilà que moi-même je suis du genre, j'ai l'acteur principal et moi, je suis deuxième, comment on dit, ma cousine en question est actrice principale et moi je joue le second rôle, TMG. Si tu vois même le monsieur même en question, la photo, on nous a montré tout et tout là. Et c'est un monsieur, je l'ai vu 2 fois ou 3 fois avec ma cousine en question. Tu ne sauras jamais. Et ma cousine me faisait comprendre que même quand ils étaient dans la voiture, le monsieur lui disait qu'il a déjà près de 4 étages, qu'il a déjà près de 5 collections de véhicules de luxe. Et j'ai dit à ma cousine, donc moi, mon histoire là, ne t'a pas servi de leçon. Elle a dit, grande soeur, j'avais faim, mes enfants aussi avaient faim. Je voulais juste trouver quelque chose pour donner à manger à mes enfants. C'est pour pouvoir donner à manger à ses enfants, TMG, que ma cousine, je ne sais même pas comment l'histoire là va finir. Mais je vais vous revenir après pour vous donner la suite. Que cela serve de leçon à nos sœurs. On dit souvent dans ma langue maternelle, on ne pince pas un homme pour voir du genre. On ne pince pas un homme pour voir de quoi il est fait. Et nous clés dans mon langage, dans ma langue maternelle, c'est ce qu'on dit. Faites très attention, le monde est dangereux.
Le monde est très dangereux. Et ça me fait vraiment mal parce que moi, avec l'histoire que je suis en train de vivre, avec tout ce que j'ai vécu, ma cousine a assisté, tout et tout, tout et tout. Aujourd'hui, je suis revenue à zéro. On a pris toute ma chance, tout ça là. Voilà dans quoi ma cousine, au moins moi j'ai eu la chance, je suis en vie. Et même si j'entame quelque chose, ça ne marche pas, tout ça là. Mais ma cousine, là où elle est maintenant, là, je ne sais pas si elle va survivre. Demain, je compte appeler toute la famille et leur annoncer. Pour que ça ne soit pas que c'est moi qui lui ai couvert, ou bien couvrir, ou bien quoi. En tout cas, c'est ça que je comptais vous dire. Mes soeurs, mes grandes soeurs, même les hommes, faites très attention. Merci pour l'histoire. Là, on passe à la 10e histoire. Moi, je veux aussi raconter une histoire, ça me concerne. En fait, quand j'étais au collège, j'avais rencontré un homme. Cet homme-là, on a fait des années après, je suis tombée enceinte de lui. Quand je suis tombée enceinte de lui, sa famille, ses soeurs ne m'aimaient pas, voulaient à tout prix me faire avorter. Mais j'avais refusé. Par tous les moyens, ses soeurs m'achetaient des médicaments pour que je puisse avorter. Je refusais d'avorter. Et cet homme-là, lorsque je l'ai rencontré, il était dans une situation vraiment précaire, vraiment des difficultés. Il souffrait, il n'avait pas de travail, voilà. Après, je me suis battue en étant enceinte. Je me suis battue afin qu'il puisse avoir quelque chose, un petit boulot et tout. Mais le gars, il avait un esprit de fainéant. Il ne voulait pas travailler, tout. C'était comme ça, je ne supportais pas. Après, j'ai fait 4 mois chez eux. Et puis, puisque la situation était vraiment difficile, et puis je suis rentrée. Je suis rentrée, mes parents sont venus me chercher chez eux. Je suis rentrée chez moi. Lorsque je suis rentrée chez moi, c'était pas facile. Je suis rentrée chez moi et au bout d'un moment, j'ai appelé le gars, mais depuis que je suis rentrée, tu viens pas me voir, tu viens rien laisser, tu appelles même pas ma mère, tu appelles personne et tout, voilà, tu dis rien et tout, voilà. Est-ce que tu peux pas venir, je suis enceinte et tout ça là. Il faisait rien, c'était pareil. Et puis jusqu'à un moment où ma famille, ils ont dit que non, laisse-le. Apparemment, il ne veut pas. Je te dis, DMG, j'ai mis au monde ma fille. Aujourd'hui, ma fille, elle a 6 ans. J'ai mis au monde ma fille. Depuis que j'ai mis au monde ma fille, le papa de ma fille n'a jamais voulu de ma fille. Ils disent seulement, c'est les gens, que oui, j'ai une fille, mais il n'a jamais voulu s'occuper de ma fille, DMG. Il n'a jamais voulu s'occuper de ma fille. Et durant tous les 6 ans, ma belle famille n'est jamais venue me rendre visite pour voir ma fille. Quand ma fille elle a eu 5 ans, c'est même moi qui étais allée encore le chercher. Il dit que mais tu m'as abandonné avec l'enfant. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu n'aimes pas l'enfant? Pourquoi tu n'aimes pas? Non, moi j'aime ma fille, c'est juste que je suis en difficulté. Il n'a jamais aimé ma fille. Donc, mais quand on est ensemble avec lui, il est là, il sourit à l'enfant, mais tu vois, il y a un peu de... c'est comme si ça ne va pas, quoi. C'est pas ce qu'il veut, quoi. Tu vois, DMG. Et c'était comme ça. Le papa de ma fille n'a jamais aimé ma fille. J'ai jamais compris. Et l'année, quand ma fille elle a eu 5 ans, je suis allée le voir. Il vivait près de la rivière. Dans la rivière, en plus, il y avait même l'hippopotame qui sort là-bas. Je me suis battue, je lui ai trouvé le travail pour qu'il commence même à s'occuper de ma fille. Mais j'ai rien, c'est comme si je n'avais rien fait. Il n'a jamais voulu s'occuper de ma fille. Il n'a jamais voulu faire quelque chose de ma fille. Ma fille. Je te dis DMG. Et la maman du papa de ma fille là, de mon ex là, à chaque fois il disait à mon ex, au papa de ma fille que l'enfant là, tu es petit, tu peux pas aller trouver du travail, Dieu pour t'occuper de l'enfant là, elle a la famille, la famille là va s'occuper d'elle. Et grâce à Dieu ma fille, elle me ressemble. Grâce à Dieu, si elle ressemblait à son papa, ça allait être grave, vraiment, ça allait être des soucis pour moi, vraiment. Mais peu importe, c'est juste un enfant. Voilà. Donc c'est ça. Je suis restée comme ça.
J'élève ma fille toute seule. Après des années et tout, j'ai essayé un peu de voir un peu au niveau des gens qui voient un peu des choses. Les voyants, ils m'ont dit que non, mais le papa de ta fille, c'est quelqu'un qui est enfermé. Il est enfermé quelque part. C'est sa mère qui a fait ça à tous ses enfants. Donc, il a fait que tous ses enfants ne prospèrent pas dans la vie, que tous ses enfants soient dans la maison. Donc, pour elle, quand elle enfermait ses enfants comme ça là, c'est une protection. Pour elle, c'est une protection. Elle a fermé ses enfants comme ça, que ce soit les filles. Donc, je te dis, DMG, dans la famille du papa de ma fille, il n'y a aucune personne qui a reçu dans la vie. Il n'y a aucune personne qui a reçu. L'aînée, elle est morte. Elle a laissé les enfants. La deuxième, elle a attrapé le sida. La troisième, une grande voleuse dans le pays. Elle escroque les gens de l'argent grave. La quatrième, elle a fait 6 enfants, 6 pères différents. Et elle a fini dans un studio sans rien du tout, sans l'électricité, sans savoir comment faire même pour nourrir les enfants là. Alors on entend de parler. Et la sixième, escroc voleuse recherchée par les gendarmes. Et lui, le dernier, il est là, erré comme ça. Il court de situation en situation, de travail en travail. Il est comme ça. Il est comme ça. Et il a une opération qu'on l'avait fait. Cette opération-là, ça fait plus de 15 ans. L'opération là, ça ne finit pas. Les puces sortent toujours. Les puces sortent. On repart à l'hôpital. Chaque fois, on le met à l'hôpital. Et c'est comme ça. DMG. On le met à l'hôpital, c'est comme ça. On le met à l'hôpital, c'est comme ça. On le met à l'hôpital, c'est comme ça à chaque fois. Là, vous sentez de parler là. DMG. Donc, c'est l'année passée que sa maman là, elle est morte. Sa maman est morte. Et ils sont comme ça là, en train de... Parce qu'ils étaient en train de vivre dans la maison de leur maman là. Une maison sans électricité, dans un quartier précaire, à côté du cimetière DMG. Ils sont restés comme ça. Ils sont là. Ils trouvent la situation là normale. Moi, je me suis éloignée. Je n'ai plus jamais cherché à aller le voir ou quoi que ce soit. Depuis qu'on m'avait dit que non, ce sont des gens qu'on a utilisés, qu'on a enfermés, qu'on a jeté un mauvais sort. Je me suis éloignée du risque que je puisse avoir un problème DMG. Et quand j'étais à l'hôpital, la maman là, elle était venue me voir, elle m'a emmené les équés, les coris. Elle m'a emmené les coris, non, faut prendre les coris, elle a dit à ma mère, faut prendre les coris là, faut mettre ça sous son ventre. Là où nous on était partis chez le féticheur a dit, faut mettre ça sous ton ventre, comme ça, on va savoir si réellement l'enfant là va bien, si réellement il a le sang de mon fils, un truc comme ça. Ma mère, elle avait pris le courrier, mais elle avait refusé de mettre ça sur mon ventre. Mais le fait que ma mère, elle avait pris le courrier, c'est ça qui m'a créé beaucoup de problèmes. Et ce sont ces problèmes-là qui ont fait que j'ai mis au monde ma fille à 10 mois. DMG, première grossesse, j'ai mis ma fille au monde à 10 mois. J'ai souffert de l'hôpital à hôpital. Ceux qui connaissent le Congo, peut-être du CHU à l'hôpital militaire, je faisais que des va-et-vient DMG, je marchais pas, j'avais les pieds en haut. Ma fille n'avait plus de liquide dans le ventre. Je faisais que boire de l'eau, échographie en échographie. Donc, la morale de mon histoire, en fait, c'est que vraiment, quand on se met en couple avec quelqu'un, on doit prier non seulement pour la personne, on doit aussi prier pour la famille. On doit aussi prier pour la famille. Parce qu'on ne sait pas dans quelle famille on peut se mettre. On doit vraiment prier aussi pour la famille, que Dieu nous éloigne des problèmes. Voilà. Que Dieu vraiment nous éloigne des problèmes. On doit vraiment beaucoup prier. Et il y a des choses dans la vie qu'il ne faut pas forcer. Quand il y a une relation, même si vous avez eu des enfants, ça ne marche pas. Il faut laisser ça. Il faut laisser ça. Il faut oublier ça. Vraiment, il faut laisser ça, il faut oublier ça. C'est comme ça. Donc voilà. Merci. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Connectez-vous sur la deuxième chaîne YouTube à 15h
00 pour une nouvelle histoire. Merci, portez-vous bien, passez une très bonne soirée. Voilà, ciao, à demain à 12h pour une nouvelle vidéo de 10 histoires mystiques.